Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de faire confiance à votre chaîne 7 News et de rester scotché sur votre petit écran pour cette nouvelle édition de la revue de l'actualité. Une revue de l'actualité qui devrait s'appesantir cette semaine, non pas sur l'ensemble de toute l'actualité, mais aborder quelques thématiques qui ont été développées tout au long de cette semaine et même de la semaine dernière dans le cadre de cette émission Newsmakers. Chers téléspectateurs, cette semaine nous aborderons deux questions essentielles. Celle-là même qui relève de la sécurité même de l'État camerounais à travers le rapport d'Amnesty International qui vient d'être fait tout récemment, le 14 juillet dernier, en abordant ici quelques exactions qui sont faites par les forces de défense camerounaise au front. Par ailleurs, nous noterons que, bien évidemment, le Cameroun doit entrer bien plus tard dans les prochains jours, le 4 août prochain, sur les accords APE, des accords qui nécessitent, des accords d'étape qui nécessitent véritablement une compréhension. Et pour cela, qui mieux que ceux-là qui ont traité l'information au quotidien, ces journalistes, ceux-là même qui sont au four et au moulin, ceux-là qui traitent de l'actualité pour vous donner davantage d'informations sur la plupart des faits d'actualité. Restez scotchés sur votre petit écran après cette légère respiration. Merci de nous refaire confiance. Si vous venez de nous rejoindre sur votre petit écran, vous êtes bien sur Newsmakers. Newsmakers, aujourd'hui nous recevons deux personnalités qui ont quand même fait leur chef-d'œuvre dans le cadre de l'actualité. Dans un premier temps, nous recevrons de ce côté, du côté de ma droite, nous recevons Oumezan. Bonsoir. Bonsoir, Chris Ozok. Oui, je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste en économie de la santé et que vous venez de commettre un ouvrage très porteur et très illustratif, c'est celui de l'altruisme alter ego. Absolument, j'ai publié, il y a 2 ans de cela déjà, un livre aux éditions et des livres en France qui porte sur l'altruisme, effectivement. Oui, je rappelle que M. Omer est un féru de l'actualité qui déballe régulièrement des faits d'actualité. Et avec vous, nous aborderons une question peut-être un peu délicate, c'est celle des accords de partenariat économique qui s'ouvrent, les accords d'étape qui s'ouvrent le 4 août prochain. Peut-être la question que je m'en vais vous poser, le Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une opportunité d'évancer peut-être d'autres États en mettant en place les accords d'étape? Bon, il faut dire que le Cameroun a signé un accord d'étape qui était censé être sous-régional, c'est-à-dire que, porté sur toute la CEAC, Communauté économique de l'État de l'Afrique centrale, qui regorge tous les pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, plus le Sao Tomé et Principe et la RDC. Donc le Cameroun ne s'est pas précipité, mais a pris les devants en signant cet accord d'étape, en misant sur le fait que les autres pays de cette sous-région-là allaient suivre. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, il a eu raison parce qu'apparemment, aux dernières nouvelles, les autres pays ont suivi la même démarche que le Cameroun en signant ces accords d'étape. Nous aurons le temps de revenir largement sur cette actualité, le temps de recevoir notre invité. C'est vrai, M. Idriss Lingué, c'est quelqu'un qui a fait son chef-d'œuvre. On le lit tous les jours, on le lit constamment au niveau d'Ecofin. C'est cette agence française Ecofin qui publie les informations financières. Avec lui, nous débattrons d'une autre question, une autre question essentielle et qui sera même le premier thème de cette actualité. C'est bien le rapport d'Amnesty International qui a été publié le 14 juillet dernier et qui met ici le Cameroun dans une situation quelque peu improbable. Monsieur Idriss, bonsoir. Bonsoir Brice. Merci de nous renouveler votre confiance sur notre chaîne 7 News. C'est moi qui vous dis merci de m'inviter au Newsmaker, qui est plutôt dans un cadre très bien. Je suis très content d'être là. Oui. De but en blanc comme ça, on va se poser la question, pourquoi un rapport, comment peut-on analyser le rapport qui est fait par Amnesty International? Déjà, je pense que Amnesty est totalement dans son rôle. C'est pas le premier rapport qu'ils font. Et le Cameroun n'est pas le premier pays qui est indexé. Et puis les organisations, l'administration publique camerounaise n'est pas la première organisation indexée par le rapport. Après, ils sont vraiment dans leur job, ils veulent s'assurer vraiment que, même dans le cadre des situations aussi difficiles, délicates que le terrorisme, qui est quand même quelque chose qui prend un peu tout le monde à revers, on l'a très bien vu,
en France avec ce bus qui a tué 84 et quelques personnes. En Allemagne encore aujourd'hui, il y a ces 3 personnes qui ont abattu des gens dans un supermarché. Au Kenya, on a vécu cela. Et au Cameroun, oui, on a vécu des situations de terrorisme. C'est ce que c'est des situations de terreur. Le terrorisme, c'est la terreur, c'est des attaques qui vous prennent par surprise. La réaction n'est pas toujours très évidente, mais on veut s'assurer qu'au-delà de la terreur, au-delà de nos propres peurs, qu'il n'y ait pas de débordements qui transforment cela en chasse aux sorcières. Ça risquerait aussi à aller dans des dérives. Donc maintenant, le gouvernement est dans son bon droit de dire que ouais, nous respectons des règles et tout, c'est son rôle. Et je pense que après, les deux doivent produire des arguments et le public doit percevoir ça comme ça, non pas forcément comme une tentative de déstabiliser le Cameroun et tout le reste. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le moment actuellement? C'est vrai que le rapport il arrive après un précédent qui a été fait en septembre dernier, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on trouve qu'aujourd'hui Amnesty a eu le droit de présenter ce rapport qui se veut quand même un rapport très accablant pour les forces de l'ordre camerounaises? Bah écoute Brice, je suis très intelligent, mais je ne peux pas prétendre avoir la connaissance sur l'agenda d'Amnesty. Je pense qu'Amnesty doit avoir un agenda. Et puis je crois aussi que quand on regarde la recrudescence des situations de terreur dans le monde, Amnesty, je pense, est encore là, heureusement, pour rappeler que oui, malgré cette peur que nous avons, parce que nous avons tous peur, je ne vous cache pas que quand je suis dans un avion, que je vois un gars barbu, je suis très prudent, et je me dis, s'il bouge bizarrement, je vais lui bondir dessus, quoi. Ouais. Donc on a tous peur, mais il ne faut pas après que notre peur se transforme en chasse aux sorcières. Je pense que c'est ce qu'il faut éviter parce qu'on a très vite fait de stigmatiser. Par exemple, je prends un cas simple, si on est en train de boire dans un bar et qu'un gars du Nord, par exemple, je dis comme ça, n'importe quoi, passe et jette un sac sous la table, bah, tout le monde va fuir, ça c'est sûr. Donc, parce qu'on est stigmatisé et dans le cadre souvent, on est terrorisé et dans le cadre de la terreur, parfois, on en oublie les règles de droit. Donc je ne crois pas que Amnesty avait pour objectif forcément de nous mettre en difficulté. C'était juste de rappeler que dans cette guerre, il peut y avoir eu des dérives. Le gouvernement camerounais, d'ailleurs, a dit que pour ce qu'eux, ils ont pu remarquer, il y a eu des sanctions. Alors, on peut se dire qu'il y a des choses peut-être qu'on n'a pas vues et on n'a pas pu sanctionner. C'est très difficile, c'est des positions difficiles. Amnesty, peut-être qu'ils auraient dû attendre, peut-être qu'ils auraient dû mieux discuter avec le gouvernement, mais je crois que cette mission de rappel n'est pas une mauvaise chose. Après, il faut vraiment effectivement s'assurer qu'il n'y a pas un agenda caché derrière, et ça, je ne pourrais le dire. Oui, mais vous aussi qui suivez particulièrement l'actualité, puisque vous êtes dans le cadre de vos travaux régulièrement en proie avec certaines populations, est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans cette guerre, les populations aujourd'hui sont victimes véritablement de ces hommes sans foi ni loi qu'on appelle aujourd'hui, qui sont malheureusement nos militaires dans cette position-là? Voilà. Non, je pense que comme dans toutes les guerres, il y a des dérives. Les hommes de troupe, comme on les appelle souvent, plutôt affectueusement, j'ai envie de dire, ne sont pas toujours faciles à cadrer, à recadrer, surtout quand ils sont au combat. Dans tous les pays, des incidents ont été notés. L'armée française en RCA a fait, certains Camerounais aussi ont même été désignés en RCA comme étant des auteurs de certaines actions ou des viols même. Hein, ça, je vais aller plus loin. Donc, je pense que pour le cas, ce rapport d'Amnesty International, à mon avis, est juste un rappel qu'il faudrait prendre. Moi, je pense que la position du gouvernement qui s'inscrit plutôt dans le déni est plutôt assez, dans le déni systématique. C'est un peu ça qui me gêne aussi. Deuxième chose, c'est le fait que très vite, les autorités camerounaises m'ont écrit au complot. Au complot contre qui? Pourquoi? Je pense que pour moi, l'attitude la plus sage dans le cas d'espèce, c'est de prendre connaissance de ce qui est révélé.
d'avoir sa propre intelligence interne qui permet de voir si tout ce qui est soulevé est avéré et prendre des mesures correctives. En fait, je pense que c'est aussi ça l'objectif d'Amnesty International. Ce n'est pas de jeter l'opprobre sur cette action qui est plutôt salutaire de nos forces de l'ordre au combat, qui est une guerre qui est non conventionnelle en plus, hein, parce qu'on ne connaît pas la face de l'ennemi. Derrière, moi je pense que c'est juste une interpellation pour dire que en toute chose, il faudrait à tout moment garder les principes de l'état de droit, même si on fait face à un ennemi qui n'a pas de face, qui n'a pas de visage. Ok, je vous propose donc pour fixer véritablement ces bases, pour pouvoir avoir une claire visibilité, de suivre ce reportage que nous présente Thierry Eba, qui refait ici un peu l'actualité, les faits tels qu'ils ont été préparés par Amnesty International. C'est un coup dur qui vient d'être porté par Amnesty International sur le pays de Paul Biya, un coup de trop rendu public le 14 juillet 2016 dans ce document intitulé « Bonne cause, mauvais moyen, atteinte aux droits humains et à la justice dans le cadre de la lutte contre Boko Haram ». Nous avons documenté de nombreux cas d'abus et c'est ce qui malheureusement nous préoccupe. Vous pouvez toujours avoir partout dans le monde et quelles que soient les circonstances des cas isolés, ce qu'on appellerait abusivement des bavures, mais la réalité c'est que c'est assez systématique, que la manière dont on arrête les personnes, c'est-à-dire sur la base de très très peu d'éléments, voire aucun élément, c'est extrêmement préoccupant et problématique. Une publication à première vue qui fait l'exégèse telle que relevée par une certaine catégorie du tableau noir des exactions commises par l'armée camerounaise sur le terrain de la guerre. Chose que rejette en bloc la quasi-totalité de la classe dirigeante avec en tête de file le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Issa Thiro Mabakari, qui ne pouvait pas manquer de s'exprimer sur le sujet. Comme chacun aura pu s'en rendre compte, le rapport 2007 d'Amnesty International ressemble point pour point. En ce qui concerne en tout cas les accusations portées contre notre pays à son édition de l'année dernière, 2015. Mais pour qui sait lire au travers des signes du temps devrait appréhender ce document basé sur des enquêtes, recherches et missions effectuées au Cameroun depuis le mois d'octobre 2015 sous un triple angle pédagogique, démonstratif et analytique. Cette année, nous sommes revenus pour dire aux États, quand nous produisons des rapports avec des recherches, avec des résultats, nous vous les donnons d'abord. Depuis le mois de juillet, ils ont les documents, mais ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas agi. Heureusement, nous avons rencontré le ministre de la Justice hier. Il nous a dit, n'attendez plus, à partir du moment où vous avez des résultats, venez nous voir pour qu'on examine les situations. Pilule certes amère pour un régime qui n'a fait que se positionner en victime résolue, avec pour seul argument la fameuse thèse du complot. Un complot qui pourrait en filigrane cacher les tares d'un régime qui a toujours excellé dans l'irresponsabilité. Merci Thierry Eba. Nous revenons sur ce plateau de Newsmakers. La question qui va quand même arriver, ce sont quand même des exactions graves, des tortures, des arrestations arbitraires. Mais véritablement, est-ce qu'au fond, il n'y a pas véritablement des sources? Il n'y a pas des sources pour que les autorités ou alors les militaires camerounais agissent de la sorte? Déjà, ce qu'il faut dire, Brice, c'est pas vraiment déjà mon domaine de couverture. Je suis ça comme étant une situation de risque. Moi, Boko Haram, la crise, je suis ça davantage du point de vue économique. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé ces derniers temps, on n'a pas beaucoup parlé de ça, c'est que la réouverture des frontières a été saluée côté nigérian par la classe des hommes d'affaires qui ont estimé que le business devait reprendre. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles qu'on a eues de ce côté-là. Mais maintenant, pour venir à cette actualité, il faut savoir une chose. Les militaires, lorsqu'ils vont en formation dans le cadre d'un conflit armé, aussi incertain parfois que celui-ci, ils y vont avec l'onction de la nation. Vous savez, pendant que nous on est là en train de disserter
déserté, eux, ils sont certainement en train d'essuyer des balles. Mais une fois qu'on est sur le terrain, il ne s'agit plus du Cameroun, il ne s'agit plus de défendre l'armée, mais il s'agit d'abord de sa propre survie. Et je peux dire que parfois il faut aborder ces sujets avec une certaine humilité. Mais l'humilité n'empêche pas de voir clair dans les situations. Je pense qu'effectivement déjà, comme l'a dit la dame d'Amnesty, ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Hein. Je veux dire, durant toute la guerre d'Irak, qui a été d'ailleurs basée sur une preuve qui n'existait pas, c'est reconnu aujourd'hui, il y a eu un tas de bavures qui ont entraîné la mort de près de 2000 personnes. C'est des dérives. Je pense que Amnesty a critiqué cette situation qui était le fait des armées occidentales, notamment américaines. Mais apparemment, des sanctions suivent généralement dans le cadre de ces... Et peut-être parce qu'on se retrouve dans le cadre d'une grande muette que peut-être l'information n'est pas relayée. Je vais dire que... techniquement, je pense que globalement, il y a une psychologie qui consiste à faire un peu du ponce-pilatisme face à cette situation. Je veux dire... jeter la faute sur l'autre. Voilà, en même temps, je crois aussi qu'il y a la manière dont les médias ont traité ce rapport d'Amnesty. Je ne suis pas sûr qu'Amnesty voulait mettre à mal le gouvernement. Je crois qu'il aurait déjà fallu traiter cette question avec une certaine humilité. Et puis je me rends compte quand je lis le rapport que Amnesty cite des témoignages. Et quand j'ai discuté avec certains journalistes, ils m'ont dit que eux aussi ont à recenser ce type de témoignages. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est qu'après, il faut faire le chemin inverse. Il faut partir du rapport d'Amnesty, refaire l'enquête, refaire le chemin contraire, afin de pouvoir maintenant établir la véracité des choses. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que ça a permis au gouvernement de dire un peu qu'est-ce qu'ils essayent de faire sur le terrain. Mais effectivement, les risques sont très grands. Vous savez, nos forces de l'ordre n'ont pas les plus gros moyens. Et je peux vous garantir que si on nous dit ici qu'un de nous est un Boko Haram, au bout de 2 heures, je crois qu'on se sera étripé complètement encore. Oui. Donc c'est très difficile pour le gouvernement. Et en parlant des témoignages, il y a le témoignage sur la jeune demoiselle Ramatou qui a été épinglée et qui a été considérée. Mais certaines langues disent d'un côté, parce que ce que le rapport dit, c'est que la dame a été prise pour des faits de non-respect de consignes. Mais apparemment, il y a un certain rapport, puisqu'il a été établi par quelqu'un qui vient de faire des travaux, notamment sur Motayo, qui a fait des travaux là-dessus et qui dit que c'était bien plus pour des faits d'intelligence, de trafic d'intelligence avec les terroristes, parce qu'on a retrouvé dans sa maison plusieurs munitions. Je pense que véritablement, entre la position qui est faite par certains observateurs et la position d'Amnesty International, il y a parfois une ambiguïté. Et je pense que véritablement, est-ce qu'il y aura véritablement, si je m'en vais vous poser cette question, M. Omer, est-ce qu'il y aura véritablement un impact? Quel est l'impact que ça pourrait avoir, tant sur le plan national que sur le plan international, sur la réputation du Cameroun? Non, ce qui est clair, c'est que si le gouvernement s'en défend, c'est parce que il mesure bien la réputation négative que ça peut porter sur sa manière de gérer ou sur la situation de l'état de droit, surtout que plusieurs rapports accordent déjà le Cameroun d'être un pays où les libertés sont plutôt assez restreintes. Donc ça ne peut en rien faire plaisir au gouvernement. Donc ça, cela s'entend. Mais je pense que au-delà de ça, il faut voir quels sont les moyens de lutte contre une guerre, dans une guerre contre le terrorisme. Vous savez que notre stratégie actuellement au Cameroun est basée sur la dénonciation populaire ou populiste, c'est-à-dire que c'est votre voisin ou le voisin éloigné qui dénoncerait le fait qu'il y a quelqu'un qui a un comportement bizarre. Voilà les moyens qu'on utilise, des moyens vraiment non conventionnels. C'est même des moyens qui, dans un état de droit, sont plutôt combattus. On ne voudrait pas que ce soit les voisins qui dénoncent quoi que ce soit. Et maintenant, derrière, quand ces informations arrivent, complètes ou incomplètes, quel est le traitement qui en est fait? Je pense que c'est là où, c'est sur ces questions-là aussi qu'Amnesty International s'inquiète. Elle dit quel est le traitement quand ces informations arrivent brutes, parfois les dénonciations de voisins, comment est-ce que cette information-là est traitée?
Vous avez mentionné tout à l'heure l'ambiguïté sur le Karamatu où deux thèses s'affrontent et complètement, diamétralement opposées. Je pense que ça participe même de la démonstration du fait que quand on procède par cette dénonciation populaire-là, le traitement de tout ce qu'on reçoit comme information est très, très, très délicat. Et si peut-être que les compétences actuelles de notre armée ne sont pas à même de gérer ce genre d'informations avec le professionnalisme qui s'y est, je pense que la chose la plus sage, c'est d'abord de reconnaître ou bien de réévaluer notre système de traitement de telles informations et de voir si derrière on a des choses à apprendre, on a d'autres moyens à mobiliser, on a un système judiciaire plus efficace dans le grand nom à mettre en place pour que tout ce qui arrive comme information est traité avec professionnalisme et permet d'établir un fait avéré pour que le circuit judiciaire normal puisse être emprunté comme voie de solution idoine dans une situation d'état de droit. Donc je pense que voilà un peu ce que moi, en tant que Camerounais, ce rapport aurait suscité, mais pas le rejet total, le déni et la thèse du complot. Oui, peut-être parmi les accusations qui sont faites aussi aux militaires camerounais, c'est bien des réactions disproportionnées face à l'ennemi. Véritablement, moi, je voudrais savoir, peut-être pour nos téléspectateurs, quand on parle de réactions disproportionnées, c'est en fonction de l'armement. Est-ce qu'on pense aujourd'hui que Boko Haram n'est pas assez outillé pour pouvoir avoir des réactions comme celles qui sont faites par l'armée camerounaise? Omer a essayé d'expliquer ça d'une certaine façon. La disproportion peut être véritablement établie lorsqu'on a identifié clairement les moyens de l'autre et les moyens de l'adversaire. Je pense quand même, un rappel peut-être que même dans une vidéo qui est publiée par chez Kaou, il est quand même dans un char T-55 qui sont quand même des chars de haute pointe. On a retrouvé quand même des AK-47 qui sont quand même développés dans leur groupe. Il y a même des missiles sol-sol qui peuvent avoir des portées pour des avions à basse hauteur. Donc je pense quand même qu'en termes d'armement, je pense que le groupe armé ne peut pas se prévaloir d'une armée d'un armement moins sophistiqué que ça. Bon, je ne sais pas si tu essaies d'orienter ma réponse, mais jusqu'à présent, même s'ils ont des chars, je ne me souviens pas qu'on ait montré des dégâts du Boko Haram avec un lance-roquette anti-char ou alors qu'il y a eu un missile sol-air qui a été tiré, jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre, les armes qu'ils utilisent, comme par exemple des individus qui portent des bombes, qui peuvent être... Moi, je ne connais pas la Ramatou, elle est soudainement très célèbre, mais... c'est très difficile à évaluer. Et puis il faut savoir une chose, c'est que parfois quand on parle du Boko Haram, les gens ont l'impression que c'est des gens qui arrivent avec des cornes et une étiquette sur le dos, I am Boko Haram et I love Boko Haram. C'est pas le cas. Les méthodes de recrutement du Boko Haram peuvent être parfois très complexes. Parfois, c'est qu'on tient ta famille et on te dit si tu vas pas mettre la bombe, on va tuer tes enfants. Je vais dire, nous ne vivons pas ça, nous ne pouvons pas savoir. Et du coup, dans un tel scénario, c'est très difficile. Mais c'est important que des organisations comme Amnesty viennent rappeler au Cameroun, tout comme il devrait aussi le rappeler par exemple à la Turquie où on a arrêté quand même on parle juste de 9 000 à 10 000 personnes arrêtées, ou aussi en Allemagne où on a quand même abattu un gars qui a fait une agression dans un train avec une hache et un couteau, on lui a tiré des balles de pistolet. Est-ce qu'on n'aurait pas pu l'arrêter différemment? Donc je crois que tout ça traduit un peu la peur, l'incompréhension. Et puis il faut dire que le terrorisme est quand même un phénomène auquel personne n'est préparé. Vous avez vu le président Barack Obama pleurer à la télé après une fusillade dans un État américain. Il pleurait pour dire qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc bien, on n'ira peut-être pas jusqu'à pleurer. On ne va pas tolérer non plus qu'on massacre des gens ou alors qu'on torture des gens inutilement. Mais je pense que tout le monde doit tirer l'intérêt de cette information d'Amnesty, en tirer les conséquences. Les populations doivent davantage collaborer
afin d'être clairement identifiés comme non partisans du Boko Haram. L'armée, je suis sûr, a déjà commencé à faire un travail de nettoyage à l'intérieur. Ils ne viendront pas vous dire ça en public, sinon en même temps, ça va afficher leur faiblesse. Donc, je pense que... Et maintenant, la presse doit un peu cesser, parce que j'ai l'impression que c'est un plaisir pour la presse de parfois de dire « Ouais, on a critiqué le gouvernement camerounais. » Il n'y a rien d'intéressant à dire une chose pareille. Je crois qu'après, il faut, comme a dit Omer, refaire le chemin inverse, établir les faits, mettre un sens de traitement de l'information. Et peut-être aussi que si l'armée commence à être plus démocratique avec les informations, ça permettra que tout le monde soit mis à jour de la situation sur le terrain et que les commentaires soient moins difficiles. Oui, et c'est peut-être pas la presse qui veut tirer, c'est peut-être l'ensemble du gouvernail institutionnel qui peut-être dans la gestion de la communication qui est faite pousse peut-être à l'homme dit il faut communiquer, il faut véritablement mettre les gens au courant de ce qui se passe. Et je profiterai de ça puisque vous parlez d'une communication gouvernementale pour vous présenter cet élément de Carole Tepa qui revient ici sur l'actualité qui a été faite et la réaction qui a été faite par le gouvernement camerounais récemment. Le rapport d'Amnesty International du 14 juillet 2016, axé sur la problématique du respect des droits humains dans la lutte que le Cameroun mène contre le groupe islamiste Boko Haram, refait surface. Issa Chiroba Bakari, ministre de la Communication, a tenu à s'expliquer sur le sujet une semaine plus tard. Amnesty International ne serait pas à son premier rapport du genre. Comme chacun aura pu s'en rendre compte, le rapport 2007 d'Amnesty International ressemble point pour point. En ce qui concerne en tout cas les accusations portées contre notre pays à son édition de l'année dernière 2015. En effet, pour le dire de manière générique, le Cameroun est accusé par Amnesty International de fouler aux pieds les règles les plus élémentaires en matière de respect du droit international humanitaire et des droits humains dans le combat qu'il mène contre l'organisation terroriste Boko Haram. Chose curieuse donc pour le porte-parole du gouvernement de constater que les rapports d'Amnesty International se suivent et se ressemblent. Les accusations infligées au Cameroun sont graves. Pourtant, cet État se réorganise et fait face à un impitoyable agresseur habité par une idéologie aussi barbare que criminelle. Ces agressions à répétition continuent jusqu'à l'heure actuelle d'impacter négativement l'économie nationale, de déstructurer notre tissu social et d'affecter le moral et la quiétude de ceux qui, sur notre territoire, vivent dans les zones les plus exposées au combat. Malgré ces arguments avancés par le gouvernement, le rapport d'Amnesty International a bel et bien été présenté au public. 2 fois déjà que l'État s'explique, mais pas de changement. Alors question, quelles sont les réelles motivations de cette organisation non gouvernementale? Peut-être la réponse sera connue lors de la présentation d'un autre rapport similaire. Merci Carole pour ces brefs aperçus de la réaction du gouvernement camerounais par le biais de son chargé de la communication, le responsable de la communication gouvernementale, qui est le ministre de la Communication, bien évidemment, Issa Chiroba Bakari. Je vais me retourner vers vous peut-être, M. Idriss, pour peut-être poser la question, M. Lingué. Est-ce que le problème ne se situe pas sur la réaction même du gouvernement camerounais face à ce rapport d'Amnesty International? On a l'impression que le gouvernement camerounais est toujours sur la défensive, le gouvernement camerounais tient toujours à justifier peut-être l'injustifiable. Est-ce que c'est pas ça qui fait véritablement problème dans l'imagerie même dans l'imagerie populaire? Je ne suis pas de ceux qui jugent directement les actions gouvernementales. Je pense que tous les gouvernements du monde sont dans des positions consolidantes lorsqu'il y a un vent contraire. Ils essayent de montrer tout au moins de défendre leur position.
les gouvernements les plus intelligents parfois essaient plutôt de montrer ce que eux ils ont fait pour qu'une situation n'arrive pas. Je crois, et après je pense que je n'ai pas la certitude que parce que dans cette situation il y a deux communications. Il y a la communication militaire qui est pilotée par le colonel et un colonel de l'armée de l'air, je pense, un Badjek, c'est ça? Voilà, Badjek. Didier. Voilà, monsieur Badjek Didier, le colonel Didier Badjek. Voilà, moi j'ai suivi un peu sa communication en parallèle, voilà, qui a une position plus pragmatique, mais je pense que le ministre Tiroma est dans une position de défense absolue du gouvernement. C'est aussi son rôle, hein, je pense. Maintenant, il le fait bien ou il le fait pas bien, c'est pas à moi d'évaluer. Celui qui l'a nommé doit certainement être satisfait s'il est encore là. Donc, mais toujours est-il que les gouvernements, moi ça m'a pas surpris. Moi je pense que j'étais le jour où il y avait conférence de presse au ministère de la Com, mais je dis non, ça sert à rien parce que de toute façon je sais quelle sera la position du gouvernement. Mais je pense aussi, effectivement que nous avons, Omer il a raison, nous devons changer un peu la manière dont on réagit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de bien qui sont faites dans le cadre de cette guerre. Je pense par exemple à un reportage très intéressant d'un confrère de TF1, Patrick Fondjo, qui a fait un super reportage par exemple sur l'exemple qu'est la force d'intervention, bataillon d'intervention rapide, le BIR, qui fait face à des conflits atypiques, parce que le BIR intervient là où personne finalement ne peut aller, mais on a pu démontrer qu'ils le font avec beaucoup d'humanisme, beaucoup de professionnalisme et surtout beaucoup de respect et avec un minimum d'exactions parallèles. Donc je pense qu'il y a intérêt à montrer aussi notre part de rapport. Il y a intérêt à peut-être aussi remonter les personnes qui se sont dit victimes, à les appeler sur la table de discussion, à leur dire pourquoi est-ce que vous dites que vous avez été torturé, qui vous a torturé, et peut-être qu'on peut découvrir que c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que le gouvernement a un plan qui consiste à aller torturer les gens, parce que défendre la manière dont on fait la guerre au nord, c'est un peu comme si dire que voilà, non, j'ai déjà entendu des gens dire non, on est contre Boko Haram, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais le dire, c'est comme si on justifiait le fait de commettre des exactions. Mais par contre, le gouvernement n'a pas un plan où il dit nous allons aller terroriser l'extrême nord. D'ailleurs, le discours officiel a toujours été non à la stigmatisation, oui à l'identification ciblée, à des interventions humaines, à des actions humanitaires, des actions de développement. Ils ont même fait des réunions afin de pouvoir gérer la situation de précarité, d'insécurité qui réside dans l'extrême nord du pays. On n'a pas de solutions de développement. C'est des choses qui sont faites. Mais personne ne le dit parce qu'on est tous occupés, pour une raison que j'ignore, à se défendre contre Amnesty International. Bon, ils font leur choix. Je ne suis pas du gouvernement, je ne peux qu'observer et avoir mes propres analyses. Oui, peut-être une dernière question que je poserai peut-être dans le cadre de ce sujet, c'est celle de savoir comment le gouvernement peut-il se prémunir de ce type de rapport. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Quelles sont les stratégies que le gouvernement peut peut-être employer pour que ce genre de rapport n'arrive plus? Oui, moi je pense qu'il y a la solution, elle est simple. La première, c'est de considérer les rapports comme une opinion. L'opinion d'un acteur ou comme d'une partie prenante du conflit, et considérer les éléments qui sont produits avec la plus grande intelligence, voir tout ce qu'il y a de pertinent dedans, voir si les méthodologies utilisées sont probantes, et comme Brice l'a dit, voir s'il y a des plaintes exprimées par des gens, remonter ces informations-là et voir comment elles sont exploitables pour, d'une part, voir si ça peut être utilisé dans la guerre qu'il mène contre l'ennemi, ça c'est d'un, et de deux, voir si ça peut être utilisé pour mieux gérer ses forces, ses propres forces. Donc, comme ça dit, intelligence interne, où on a un système où on exploite ces informations-là, qu'elles viennent d'Amnesty International ou de tout autre acteur, voir comment notre propre communication à nous-mêmes est efficace. J'ai relevé avec intérêt l'un des responsables d'Amnesty International qui dit que le rapport a été envoyé début juillet au ministère de la Communication, et qu'après un certain temps, ils n'ont eu aucun retour par écrit
qui dénonce ce qui est maintenant mis sur la place publique. Moi, je pense que si, quand le ministère de la Communication avait reçu ce rapport, ils avaient fait un retour écrit à Amnesty International disant point par point que nous ne sommes pas d'accord avec ci ou ça, nous ne sommes pas d'accord avec telle méthodologie ou telle autre, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que peut-être tous les témoignages que vous avez recensés sont dans tel camp ou dans tel autre, ayez une approche plus hétérogène, plus nuancée, ainsi de suite. Je pense que Amnesty International aurait reçu ces commentaires avec la publication et aurait même intégré. Moi, je pense qu'ils auraient même intégré ces commentaires dans la mouture finale, mais ils n'ont rien reçu et ils l'ont publié et maintenant tout est sur la place publique. La stratégie du gouvernement est de s'inscrire tous azimuts de se mettre tous azimuts sur la défensive, avec des communications répétées des uns et des autres, de crier au complot. Je pense que ce n'est pas pour moi. Est-ce que là on ne relève pas encore à nouveau le problème de l'inertie du gouvernement face à certaines situations? Je pense que c'est clair que si une grande organisation comme Amnesty International du reste est internationale, qui a eu à avoir ces mêmes activités-là sur d'autres fronts, vous recevez un rapport en tant que ministère de la Communication et que peut-être la note qui achemine ce rapport y attache un délai. Je pense que la chose la plus simple à faire, c'est de répondre dans ces délais-là pour proposer soit une contre-vérité ou des nuances dans ce qui vous est communiqué. L'inertie du gouvernement, je n'irai pas jusque-là parce qu'il s'agit ici d'une correspondance simple entre Amnesty International et le ministère de la Communication qui aurait subi des retards sur la question. Je dis que plus de réactivité aurait peut-être sauvé les grosses discussions qui ont alimenté l'actualité ces derniers jours. Je pense que c'est par là que nous allons sortir de ce débat pour aborder peut-être, parce que le temps est en train de tirer à sa fin. Nous allons aborder ce second pan de l'actualité qui, peut-être on ne le voit pas venir, c'est dans quelques jours, le 4 août prochain, le Cameroun passe quand même sous APE. Aujourd'hui, peut-être, Idriss, la question que je m'en vais vous poser, peut-être pour éclairer le nombre de nos téléspectateurs, aujourd'hui, quelle est la réalité aujourd'hui? Est-ce que le Cameroun peut faire face aux accords de partenariat économique avec l'ouverture des frontières, alors qu'on sait que le Cameroun aujourd'hui dans son budget accorde sensiblement 60% à la part de la fiscalité? Non, c'est encore, excuse-moi, mais c'est une question un peu biaisée, parce que tu me la poses avec ce que j'entends tout le temps de l'opinion publique. Déjà, même si les recettes fiscales constituent 60% du budget de l'État, ce qui est une très bonne chose, on n'est pas proche des standards internationaux. Les standards internationaux veulent qu'on soit un peu plus. Il vaut mieux pour un gouvernement qui ait moins d'emprunts dans le cadre de sa politique budgétaire. Peut-être la question, je vais la reposer. Est-ce que le Cameroun peut s'assortir aujourd'hui sans sa douane? Je l'ai très bien comprise. Maintenant, vous avez parlé de recettes fiscales qui constituent 60% de son budget. Oui. Quelle est la part de la douane dans ces recettes fiscales? C'est la première chose. Oui. Donc, il faut déjà répondre à cette question. Et quelle est dans la douane la part qui représente les relations économiques avec l'Union européenne? Et une fois qu'on a fait ces ratios, on peut véritablement parvenir à ce qu'on va perdre, entre guillemets. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est prêt à entrer dans les APE? Dans l'opinion publique, les gens ont l'impression que c'était un no man's land entre le Cameroun et ses partenaires économiques, mais c'est faux. Les relations économiques sont régies par des accords. Si ce n'est des accords bilatéraux, c'est des accords globaux, multilatéraux, soit dans le cadre de l'OMC, nous en sommes membres, soit dans le cadre des accords entre un bloc régional et un autre bloc régional. Comme la CEMAC. Voilà, par exemple, où nous avons un marché commun. Même si après, dans certains pays, on ne peut pas aller. Mais c'est un marché commun, c'est un accord de partenariat économique commun avec la CEMAC. Nous ignorons les accords que nous avons avec les Chinois. Nous avons de très gros rapports avec les Chinois. Et nous ignorons le type d'accord que nous avons avec le Nigeria. Je vais vous donner le classement des partenaires économiques du Cameroun depuis 5 ans. 1, c'est la Chine. 2, le Nigeria. 3, la France, accord bilatéral. L'Union européenne vient bien derrière. Et ces derniers temps, le chiffre du commerce avec l'Union européenne a fortement reculé. Aujourd'hui, il représente 27% ou 25% de nos échanges commerciaux globaux, lorsqu'on prend l'Union européenne dans son ensemble.
Et il se fait qu'avec l'Union européenne, c'est l'un des rares partenaires économiques avec lesquels nous avons un excédent commercial. Parce que vous savez, il est intéressant quand on fait le commerce, soit que la balance soit équilibrée, soit que le volume des exportations soit plus important, ce qui veut dire qu'on génère un excédent. Oui, Idriss, peut-être je vais revenir, peut-être te couper pour demander, est-ce que le Cameroun est prêt, vu la structure économique du Cameroun, pour pouvoir entrer dans les accords de partenariat économique d'étape? Je suis en train de répondre, en train de te dire que quand tu poses la question ici, elle est un peu biaisée. Ouais. On n'a pas besoin d'être prêt. On a des rapports économiques avec l'Union européenne qui sont régis par des accords de Cotonou, Lomé, Yaoundé 1, Yaoundé 2. C'est des accords qui existaient déjà. L'Union européenne a juste décidé, pour des raisons peut-être pour lesquelles on reviendra dessus tout à l'heure, de muer cela en APE. Et évidemment, je peux me le dire tout de suite. Il faut comprendre que le fait qu'on ait des accords d'ouverture unilatérale des frontières, des accords préférentiels, qui permettaient au Cameroun, comme beaucoup de pays ACP, de pouvoir vendre sur les marchés de l'Union européenne, tout en fermant, en installant les barrières tarifaires chez nous, avait été pris dans un contexte où on n'imaginait pas que certains pays devenus aujourd'hui émergents, comme la Corée du Sud, Singapour, deviendraient des gros producteurs capables d'être compétitifs sur les marchés européens. Et aujourd'hui, ils mettent la pression sur l'Union européenne en vertu de la clause de nation la plus favorisée afin de pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Donc l'Union européenne a donc décidé que dans le cadre des pays avec lesquels ils avaient les accords globaux de Cotonou, les accords Afrique, Caraïbes, Pacifique, qu'ils vont plutôt mettre un partenariat économique pas sous-régional, un accord de partenariat économique entre eux et ces acteurs-là, afin de pouvoir ouvrir bilatéralement leur marché. Comme ça, si l'Inde veut venir entrer dans le marché européen, qu'il ouvre aussi son marché, parce qu'il faut savoir que l'Inde ferme son marché. Donc, l'Afrique, Caraïbes, Pacifique aide donc aujourd'hui l'Union européenne un peu à contenir les assauts des pays dits aujourd'hui émergents. Donc, ce n'est pas une question de prêt. Il faut savoir une chose, Brice, c'est que les pays qui ont développé la technologie et la production n'attendent pas que vous ouvriez vos frontières pour vous conquérir. Je prends un cas simple. Si on fait aujourd'hui le sondage de tous les téléphones qui sont utilisés au Cameroun, on verra que Samsung domine. Est-ce que nous avons des accords de partenariat économique avec la Corée du Sud? Non, pas du tout. Mais ils vendent les téléphones dans votre pays. Si on fait un sondage des ordinateurs qui sont utilisés, on verra que HP domine. Est-ce qu'on a attendu les accords de partenariat économique pour qu'ils dominent le marché? Non, pas du tout. Et puis, peut-être pour conclure, je vais te dire une autre chose, c'est que les accords de Cotonou, pour ma part, ont été l'un des plus grands désavantages économiques pour l'Afrique. Parce que quoi? Lorsque, avec les accords de Cotonou, l'investisseur allemand pouvait aller acheter la machine des chaussures en France, la ramener en Allemagne, commencer à produire des chaussures, toi, l'investisseur camerounais, tu portais d'abord la machine par bateau jusqu'au port, et au port, on te disait, stop, il faut la douane. Et quand tu vas payer la douane, tu n'es plus compétitif parce que tu as payé le transport, tu as payé la douane, qui parfois représente 40% du montant de l'achat. Et là, tu te rends compte que pour rembourser avec la production de chaussures, tu dois être à des prix élevés. Le tissu local a été tué rien que parce qu'on ne pouvait pas parfois importer des pièces détachées. Regardez comment tout le secteur industriel d'un des pays africains est tombé. C'est parce que nous avons nous-mêmes mis les barrières à notre propre développement. Donc, autant je pense que les Africains auraient pu mieux négocier ces accords voulus par des Européens, je suis d'accord, autant ce n'est pas un problème aujourd'hui, au contraire de ce qu'on croit pour les économies africaines. Peut-être même que c'est un avantage. Oui, c'est vrai que la plupart des économies dites aujourd'hui développées ne se développent pas avec des douanes, c'est très important. Mais je préfère, avant de revenir, peut-être que nous ayons d'abord ce reportage qui est préparé par Gaël de Souza, notre reporter. Rudement critiquée par Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, lors de son séjour de novembre dernier au Cameroun, pour leur manque de coopération économique et même politique, les pays d'Afrique centrale ne vont cette fois pas avoir d'autre choix que de s'asseoir à la même table pour travailler.
C'est ce qu'il faut retenir de la contrainte que l'Union européenne leur a imposée dès le début du processus de négociation des fameux accords de partenariat économique. Question d'adosser politiquement et institutionnellement la plateforme en question sur au moins 2 paliers. Un bout sur la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, un autre bout sur la signature individuelle de chaque État. C'est l'obtention conjuguée et prochaine de ces 3 niveaux de signature qui justifie l'annonce faite à Douala le 23 mars dernier de l'entrée en vigueur de ces accords pour le 4 août prochain. Comme vous le savez, le démantèlement tarifaire devrait démarrer à partir du 4 août prochain. Donc nous essayons de nous assurer que tout est en place pour que cet accord devienne véritablement une opportunité pour l'économie camerounaise. On le sait, en avance de tous les autres signataires et de toutes les garanties politiques et financières attendues en compensation de l'ouverture de son marché à cet accord de libre-échange, le Cameroun avait scandalisé tant sa propre communauté nationale que les autres États de la sous-région en avance, en solo à la signature précipitée de cet accord en août 2014. Comportement qui avait été vertement critiqué par tous ceux qui, nombreux, n'ont jamais vraiment goûté à la promesse de ces bénéfices pourtant vantés. Il n'y a aucune justification pour moi de dire que je vais accepter que l'Europe vende libre ici pendant que la Chine ne vend pas, ni les États-Unis. C'est pourquoi. Ça dit quel est le fondement? La réunion de Douala n'a donc fait que confirmer les manœuvres menées secrètement par le Cameroun depuis de longs mois afin de convier, voire même de contraindre les autres États de l'Afrique centrale à lui emboîter le pas à la signature de cet accord controversé. Porte ouverte pour un horizon inconnu si redouté par tous. Vous l'avez peut-être suivi, c'est notre stagiaire Gaël Nono qui a fait ce reportage. Je vais donc poser la question à M. Omer. Aujourd'hui, économiquement, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est véritablement bien placé et pourrait aujourd'hui se dire nous avons fait le bon choix? Voilà, donc moi j'ai suivi les développements sur ces accords avec beaucoup d'intérêt et j'ai lu dans les avis beaucoup de passion. J'ai lu aussi dans les commentaires beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le fond de cet accord qui ont émis des commentaires et parfois allant dans le mauvais sens. Je pense que il faudrait se poser la question qui est simple. Est-ce que historiquement, historiquement, nos relations commerciales avec l'Union européenne ne devraient pas aboutir à une telle situation où à un moment ou à un autre, la contrepartie de comment on peut dire ça, de ce qu'ils ont considéré comme avantage, que Idriss a critiqué tout à l'heure, avec ces avantages qu'on avait à l'entrée de leur pays, devait un jour être compensé par une situation de contrepartie où les accords devaient être vraiment bilatéraux en donnant des avantages de libre-échange d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est d'un. Donc, dans ce sens-là, je me dis que je mets d'abord cet accord qui est finalisé aujourd'hui presque comme une suite historique de ce qui a commencé depuis des années avec le premier accord de Cotonou. Ça, c'est d'un. De deux, je constate aussi que les études qui ont entouré la préparation de nos négociations avec le Cameroun ont été quand même incomplètes. Je dis que les études ont été complètes, ça ne veut pas dire que je dis que l'accord qui est signé est incomplet. Parce que si un certain nombre d'études avaient été effectuées, ça aurait éclairci l'opinion publique sur beaucoup de choses. Par exemple, et vous l'avez cité tout à l'heure, tout le monde s'est concentré sur les pertes des recettes douanières, sans même regarder seulement toute la sphère fiscale, qui inclut aussi les impôts. C'est-à-dire que si ces produits de l'Union européenne qui entreront, enfin une partie des produits, parce qu'il y a une phase, il y a une phase de 4 ans, après d'autres produits viendront après 7 ans, et ainsi de suite. C'est un accord qui est censé être, je pense, sur 20 ans, si je ne m'abuse. Sur la première partie des produits, qui cible beaucoup plus même les produits, les machines, et ainsi de suite, dans la production industrielle, sur les premières, destinés à l'expression pour les 4 premières années, si les recettes douanières qu'on perd à ce niveau-là
ne permettrait pas, par exemple, d'avoir un accès plus facilité de notre petite industrie à des machines, à accroître leur productivité et leur production, à exploiter plus conséquemment le marché sous-régional de la CEAC qui est plus large du coup, et à élargir dans l'espace fiscal pour avoir une TVA et d'autres taxes qui compenseraient même la perte des recettes douanières qu'on a eues. Donc, je n'ai pas vu des études qui sont allées jusqu'à ce niveau de développement. Je vois juste des calculs, de l'arithmétique qui a été fait sur les recettes douanières et conclut que les accords ne sont pas bons. Donc, ça c'est juste pour voir mais le côté gouvernement. Le problème qui se pose peut-être, c'est qu'on se rend compte que même le peu de tissu local ne pourra pas s'en sortir dans le cadre de ces accords. Qu'est-ce que vous appelez le tissu local? Ça veut dire le petit fabricant peut-être de plantains, celui qui pourra exploiter son... Je vous explique que la première phase de l'accord est même censée lui apporter la machine qu'il n'a jamais eu et peut-être qu'il pourrait abandonner son couteau avec lequel il coupait un plantain en 10 minutes. Peut-être qu'il aura une machine où il mettra un régime et 5 minutes plus tard, il a tout découpé. Ça, c'est ce que la première phase des accords est en train de vouloir impulser sur le contexte camerounais. Mais je ne vais pas aller dans le sens de supporter ou de ne pas supporter ou d'être en faveur ou en défaveur de ce qui a été signé. Moi, je note seulement que certaines études, des simulations en amont pouvaient être faites pour éclairer l'opinion publique et éviter certains débats. Pour continuer avec mon raisonnement tout à l'heure où j'ai juste vu un peu, je vous démontre un peu les insuffisances que la préparation des estimations au niveau des recettes de l'État seulement a été incomplète parce qu'on ne s'est que concentré sur les recettes douanières d'une manière générale, du moins sur l'information sur laquelle j'ai eu accès. Deuxième, ces accords normalement ont pour finalité de promouvoir comment on peut dire ça, le côté social de notre société. Le bénéficiaire, in fine, c'est le Camerounais lambda, c'est le Camerounais pauvre. Mais est-ce que des études ont vraiment montré, par exemple, que ces accords-là auront telle incidence sur le taux de croissance de notre PIB, qui serait peut-être plus inclusif que ce qu'il n'est aujourd'hui, parce que tout le monde est concerné quand il y a une baisse des recettes douanières à un niveau sur des produits. C'est le consommateur qui tient un peu de rien parce qu'il paye moins au pillage. Mais derrière, est-ce que ça n'allège pas le poids de cette dépense, lui donne plus de revenus, lui donne accès à une gamme de biens plus élargie? Donc toutes ces analyses n'ont pas été faites. Si elles avaient été faites, des simulations avaient été probablement, avec des hypothèses, parce que comme vous savez, l'analyse économique se base sur des hypothèses, avec des hypothèses, j'ai envie de dire réalistes, et que derrière on avait des réponses à ces questions-là, je pourrais mieux vous répondre d'ailleurs. Et peut-être je vais finir avec un troisième aspect, c'est que quelles sont les alternatives si on ne signe pas cet accord qui nous est proposé? C'est de rentrer dans ce qu'on appelle le système de préférence généralisée de l'OMC, c'est-à-dire l'instrument général de l'OMC, ou, comme il a dit, la nation, le NPF qui est la nation la plus favorisée. Les largesses que les pays développés accordent à la nation la plus favorisée, si nous sommes éligibles pour cette gamme de pays-là. Parce qu'il faut savoir bien que la nation la plus favorisée peut juste cibler ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Est-ce que, si le Cameroun est un pays les moins avancés, quelles sont ses options s'il ne signe pas les accords de l'APE? Et derrière, il y a souvent, quand on prépare de tels dossiers, il y a un tableau simple qu'on sort. On sort quels sont les avantages et les inconvénients des accords, et on les évalue pour chaque option APE, SGP, système généralisé, système de préférence généralisé, et puis NPF. Et derrière, on a un total où chacun conclut et voit que l'option qui nous favorise la plus, c'est celle-ci. Allons-y vers là. Si on ne veut pas d'APE, on dit qu'on veut cela parce qu'on pense que ça nous aide plus. Si on pense que l'APE à la fin nous donne plus d'avantages que d'inconvénients, alors on va pour l'APE. Donc, je regrette que ces études n'aient pas été faites. Mais oui, voilà. Peut-être c'est parce qu'il y a une moins grande explication de l'État qui a été faite. Mais il y a un problème, il y a 80% qui sont juste de nos produits qui ne sont pas véritablement concernés. Par ça, il y a quand même le cacao qui est protégé, l'aluminium et tous ces produits-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la faute aujourd'hui à l'État de n'avoir pas mis au parfum tous ces acteurs sociaux qui semblent être un peu arnaqués? Oui, dans la mesure où l'État a été le principal négociateur, effectivement, il y a eu un déficit en termes de communication et même en termes de production d'intelligence. Vous savez, le business marche avec l'intelligence, tu vois. Et c'est ce que Omer appelait les études effectives.
parfois je trouve les arguments des uns et des autres, beaucoup me trouvent pro-Union européenne, mais effectivement je ne défends pas l'accord. Je pense qu'on aurait pu mieux le négocier, parce que dans tous les cas on n'a pas le choix. Je suis venu à votre émission, vous m'avez fixé les règles. J'aurais pu imposer les miennes et on aurait eu un accord. Toutes les relations humaines sont basées sur les accords. Et je dis encore qu'actuellement, l'Union européenne est encore le partenaire économique avec lequel le Cameroun a un excédent commercial, c'est-à-dire tire plus de revenus qu'il n'en donne en réalité. La Chine, avec qui peut-être on n'a pas d'accord de partenariat économique, a sur nous un excédent commercial de 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire que la Chine tire du Cameroun chaque année 1,5 milliard de dollars. Et la Chine tire ça de quoi? Des produits de pacotille qu'ils vendent dans notre pays. Tout le monde vous dira, ah c'est un produit chinois, faites attention. Donc, nous devons encore évaluer ça, effectivement. C'est pas que la faute du gouvernement, la classe des hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils font? Qui n'ont pas peut-être été assez associés mais qui sont des acteurs économiques et qui ont le capital. Je dois te rappeler, Brice, que le Cameroun a un PIB en 2015 de 18 000 milliards de francs CFA. L'État ne prélève que 3 450 milliards au titre du budget. Du budget de l'État. Donc il y a une richesse créée de près de 15 000 milliards qui sont gérés par le secteur privé. Donc, au final, celui qui a le plus gros avantage... Il se pose véritablement ce problème chez les hommes d'affaires, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas été assez accompagnés pour pouvoir affronter les autres entreprises. Il y a des questions de politique structurelle en matière économique. Ils peuvent critiquer les politiques structurelles au Cameroun, oui. Mais après, on peut interroger leur propre capacité à s'inscrire dans le monde des affaires. Qui sont nos hommes d'affaires? Comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans l'horizon de l'investissement? C'est un débat que je ne veux pas qu'on fasse. On n'en finira effectivement jamais. Mais ce que moi je vais dire concernant les APE, la première chose, c'est que les gens doivent les lire. Ces accords n'auront pas que des avantages. Il ne faut pas croire que je dis qu'ils auront des avantages, mais ils n'auront pas que des inconvénients. Et pour bien illustrer cela, Omer l'a dit, à supposer que la douane va perdre 480 milliards de francs CFA de recettes, tant mieux. Nous passons le temps à dire que notre gouvernement ne fait rien pour nous. Si nous pouvons conserver dans nos poches 480 milliards, c'est autant d'argent qui pourront servir chaque année pour investir dans d'autres domaines. Ne pensez pas que le fait que la douane n'ait pas l'argent va disparaître. Non, pas du tout. Si vous ne payez plus la douane, l'argent reste dans votre poche. Et si vous prenez l'argent que vous n'avez pas payé à la douane, vous faites un autre placement avec, vous aurez de la rentabilité. Peut-être que les gens auront une surface financière plus grande. Donc, je crois qu'effectivement, et puis il ne faut pas tout mélanger. Tous les produits ne seront pas détaxés automatiquement. C'est pas que dès le 4 août, vous allez à la douane, vous sortez votre voiture de là. Ça sera progressif. Et la liste des produits non concernés peut s'élargir en fonction des options économiques de notre pays. Donc, je pense que c'était un chemin quasi inévitable. Moi, personnellement, après avoir analysé les accords de Cotonou, ça ne nous a rien apporté. Alors, vous voulez... D'accord. Ne signons pas les accords de partenariat économique. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on conseille les accords de Cotonou, 40 ans après, on n'a pas été plus développé que ça. On dépend toujours des matières premières. Et on ne peut même rien produire parce que la moindre machine... Est-ce que vous savez que le projet des tracteurs a été bloqué à Ibolova? Parce qu'à un moment, il fallait dédouaner les tracteurs. Mais il faut aussi reconnaître que le projet de 100 mm d'Ibolova était quand même assez loin par rapport... Il faut aussi questionner l'enjeu de l'endroit où la structure va se positionner. On va créer un projet de construction de... Non, le premier problème qu'ils ont eu est un problème de douane. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de douane. Et la plupart des entreprises vous diront, celles qui sont tombées, à des moments, il fallait importer les pièces détachées. Non seulement c'était cher, en plus il fallait les importer en dollars, et après ça il fallait payer la douane. Je pense peut-être, Idriss, c'est peut-être pour sortir véritablement de ce débat, pour que Omer, aujourd'hui, avantage ou inconvénient, mais est-ce que le Camerounais lambda en est fier?
Non, moi, ce que je perçois, c'est que les gens sont très sceptiques sur ce que cet accord peut nous apporter. Donc, et peut-être que les autres pays qui n'ont pas directement suivi le pas du Cameroun ont plutôt pris une décision politique plus qu'une décision économique. Puisque dans le vide, en termes d'informations stratégiques que je vous ai donné, moi j'ai l'impression que c'est la décision politique qui a prévalu à chaque fois. Et peut-être que le Cameroun a juste pris le taureau par les cornes avec le peu d'informations qu'il avait pour essayer quelque chose, en sachant bien que ce n'est qu'un accord. Un accord de partenariat qui aura peut-être une phase pilote et peut-être qui peut être dénoncé plus tard si on sent que sur le plan social, si cela encore évalué. Et c'est prévu. Il y a une clause de retrait qui peut être appliquée. Donc moi, la frayeur que je ressens à l'extérieur, pour moi, ne se justifie pas trop, d'autant qu'il y a des voies de sortie. Je pense que si au vide qui a présidé la préparation du dossier, on peut le remplacer par un système de suivi et évaluation plus structuré qui permet de suivre quels sont les avantages et quel est l'impact de ces accords-là sur 5, 10, 15 et même sur les 20 ans de la signature initiale. Ça permettrait de voir, même parce qu'ils seront renouvelés, ils seront réétudiés dans 20 ans pour voir comment est-ce qu'on oriente nos propositions sur la table pour avoir le meilleur avantage qui soit. Je pense que c'est voilà là où nous en sommes. Je vois on a manqué d'éclaircir l'opinion publique sur la phase de préparation. Aujourd'hui, elle est sceptique, ce qui est normal. Rattrapons le coup en suivant comment est-ce que ces apports évoluent, comment ils impactent sur notre société. Oui, le temps nous tire à la gorge et je voudrais rappeler que nous avons reçu sur ce plateau quand même des éminents, à la fois des économistes et des journalistes qui sont assez avérés dans le domaine. Je remercie d'abord Omezan, merci d'être passé sur ce plateau et j'espère que le livre, à quoi peut-on s'attendre à la prochaine édition, le prochain livre, est-ce qu'il est en cours, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait? Parler comme ça, Alter Ego, c'était quand même un ouvrage assez intéressant qui parlait beaucoup plus de philosophie alors que vous êtes un statisticien. Est-ce que demain on peut se retrouver, bien qu'il était un peu globalisant dans l'Afrique et dans le monde, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à une réalité un peu plus camerounaise dans le prochain ouvrage? Oui, je suis en train de travailler actuellement à l'écriture dans l'écriture d'un second ouvrage qui sera beaucoup plus camerounais, qui va cibler le Cameroun, où je vais présenter trois grandes parties. La première, ce sera, enfin, le titre du livre, je peux déjà vous le donner parce que je pense pas que je vais le changer. Peut-être en exclusivité pour nos téléspectateurs. Le titre du livre sera Rencontre. Il s'agira de la rencontre entre un homme et son peuple, où la première phase de cette rencontre sera une rencontre de célébration. Nous aurons peut-être le temps de revenir là-dessus dans un autre plateau que nous allons organiser. Idriss, il vient de terminer des travaux quand même avec le CRATES sur la fiscalité dans les zones minières. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les résultats sont assez probants pour les travaux que vous avez effectués? Je ne vais pas juger mes travaux, mais ce que je vais dire, c'est le retour que vous recevez quand même de ceux qui sont... malheureusement, les gens ne comprennent pas toujours ces choses-là. Ils sont surpris par les résultats que j'ai pu leur apporter. Ils sont en même temps intéressés de pouvoir creuser plus loin. Mais c'est aussi ça le problème des accords de Cotonou. On mettait un système où il y avait des barrières douanières, mais certaines personnes étaient exemptées de payer des droits de douane parce que leurs activités sont spéciales, parce qu'ils ont des accords spéciaux au niveau du gouvernement. Donc je pense que c'était une étude vraiment préliminaire et qui nous amènera à réfléchir sur la manière dont on a mené la politique des investissements dans notre pays. Dans le système minier, la fiscalité telle qu'elle est pratiquée. Et peut-être on comprendra plus tard que le problème ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de notre propre capacité à nous organiser et à faire front dans le combat du capitalisme international. C'est vrai que dans le cadre des accords miniers, généralement, ce sont des accords à très long terme, parfois, ou bien à long terme, 20-25 ans. Peut-être s'il y a ça. C'est encore des idées reçues qui font partie du principe que les gens ne sont pas toujours au courant. Pour nous, ça ne veut rien dire en fait. D'accord. Oui, c'est ici que s'achève cette émission de Newsmakers. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir été devant vos petits écrans pour pouvoir suivre cette actualité, une actualité, nous espérons, vous édifier, nous édifier et rester scotché sur l'antenne de 7 News.